Faut-il vendre toutes ses actions en mai? C'est à cette question précise que je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. A tout de suite. Alors, sell in May and go away. Traduction, vendre en mai et partir. C'est un adage boursier que vous avez peut-être ou probablement déjà entendu qui indique que l'investisseur qui voudrait faire des choix judicieux devrait vendre toutes ses actions en mai, solder toutes ses positions en mai pour se repositionner sur les marchés boursiers en fin d'année. Donc nous sommes en mai 2020, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand vous la regarderez, mais toujours est-il que nous sommes en mai 2020 et nous traversons une période relativement particulière. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est légitime de se poser la question, est-ce qu'il faut vendre ses actions maintenant? Est-ce qu'il faut vendre ses actions en mai 2020? Alors, de quoi parle-t-on? Nous parlons d'un effet saisonnier. Et donc, cet adage, en fait, voudrait tout simplement que l'investisseur rationnel vende ses actions en mai pour les racheter en novembre. Autrement dit, être plutôt vendeur durant les mois d'été, être acheteur durant les mois d'hiver. Et donc cet adage fait référence à un déclin saisonnier, je dirais, qui frapperait les marchés boursiers de mai à novembre. Alors, pour illustrer mes propos de manière tout simplement très concrète, je vais vous prendre l'exemple du S&P 500. Alors, qu'est-ce que le S&P 500? Le S&P 500, c'est l'indice phare, enfin, on va dire l'indice phare de la bourse américaine. Le S&P 500 recense les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Donc, autrement dit, le S&P 500, d'une certaine manière, c'est la boussole des marchés boursiers. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer si cet adage, donc sell in May and go away, vendre en mai et partir, est-ce qu'il s'applique au S&P 500 qui est quand même un indice très représentatif de la santé des marchés boursiers mondiaux. Donc regardez bien ce que je vais vous montrer à l'écran maintenant. Alors comme vous le voyez sur ce graphique tiré du site Bloomberg, nous voyons tout simplement la performance moyenne de l'indice S&P 500 sur un horizon de 30 ans sur chaque mois. Et nous constatons quelque chose d'assez significatif. En octobre, en novembre, en décembre, en mars, en avril et en mai, et aussi en juillet, le S&P 500 réalise ses meilleures performances. En juin, en août et en septembre, la performance moyenne sur les 30 dernières années du S&P 500 a été négative. Et pourtant, nous parlons d'un des indices boursiers les plus performants au monde. Et donc, cet adage, eh bien, d'un coup d'œil, nous remarquons qu'il est relativement vrai en l'occurrence. Puisque l'investisseur qui se positionne à partir de novembre pour vendre en mai, il obtient une très bonne performance puisque finalement, il profite d'une très belle performance en novembre, en décembre, d'une performance correcte en janvier, en février, d'une bonne performance en mars, en avril, et même en mai, la performance est à la clé. En revanche, l'investisseur qui se positionne durant les mois entre guillemets d'été, obtient une performance négative en moyenne sur les 30 dernières années, en juin, en août, en septembre, et d'une bonne performance en juillet. Mais globalement, la performance du S&P 500 est bien plus importante durant ce que j'appellerais entre guillemets les mois d'hiver, de novembre à mai, que durant les mois d'été, donc entre juin et de mai à novembre, les 6 mois restants de l'année. Et donc globalement, eh bien, cet adage finalement est relativement vrai en ce qui concerne le S&P 500 et est relativement vrai en général d'ailleurs pour la plupart des grands indices boursiers mondiaux. Alors, maintenant la grande question c'est pourquoi de tels phénomènes saisonniers? Qu'est-ce qui explique tout cela? Je vais vous décevoir, mais les avis divergent. Alors, d'après de nombreux analystes, durant les premiers mois de l'année, les investisseurs sont plutôt acheteurs globalement. La plupart des grands fonds d'investissement achètent massivement en début d'année. Ensuite, autre chose à noter, d'autres analystes estiment
que ce qui peut impacter, ce qui peut avoir un impact sur ces effets saisonniers peut être tout simplement les versements de dividendes et la publication des résultats des sociétés qui interviennent à peu près en mai. Donc sachez que globalement en mai, bon c'est plutôt sur les mois qui s'échelonnent d'avril à juillet, de nombreuses sociétés publient leurs résultats annuels comme l'ont fait Google ou Mastercard récemment par exemple, ces deux sociétés ont publié leurs résultats sur l'exercice 2019. Donc ça déjà c'est une première chose qui pourrait impacter la bourse. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que souvent en mai et surtout durant les mois qui s'échelonnent d'avril à juillet, un bon nombre de sociétés versent leurs dividendes. Et sachez que le dividende, pour information, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet de cette vidéo, le dividende est une opération purement neutre pour l'investisseur, puisque lorsque l'investisseur touche son dividende, eh bien le jour même, le cours boursier de la société qui verse son dividende diminue d'autant que le dividende versé. C'est une opération neutre, mais toujours est-il que ça impacte à la baisse les cours boursiers, et donc les indices. Et donc ça c'est aussi un autre élément qui viendrait expliquer en quoi à partir de mai les indices tendent à baisser. Il suffit tout simplement qu'une société publie des résultats annuels par rapport à leur exercice de l'année N-1 qui soit pas très bon et qu'en plus elle verse des dividendes pour que les cours boursiers soient quand même relativement beaucoup impactés à la baisse. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas de réponse unanime, il n'y a pas de réponse universelle, les avis divergent. Alors maintenant qu'on a vu que finalement cet adage Sell in May and go away est relativement vrai, nous allons voir en quoi, en tant qu'investisseurs, nous pouvons en tirer parti. Alors si vous suivez ce principe très simple, de vous positionner en bourse en novembre, de vendre en mai et de réitérer ces opérations tous les ans, vous allez obtenir de bonnes performances en moyenne. Mais vous pouvez faire encore mieux que ça, et juste après je vais vous montrer un graphique à l'écran qui va tout simplement démontrer ce que je dis. Mais avant ça, j'aimerais vous expliquer une chose. En bourse, on distingue ce qu'on appelle les valeurs de consommation de base. Donc, plutôt des valeurs défensives, typiquement des valeurs dans l'industrie agroalimentaire, dans la santé, voilà, des valeurs relatives de consommation de base, donc qui sont essentielles d'une certaine manière. On les distingue des valeurs discrétionnaires, donc non essentielles, donc ce sont des entreprises c'est des actions d'entreprise qui offrent des produits ou des services non essentiels, par exemple je pense au luxe. Bien, on distingue les valeurs de consommation de base des valeurs de consommation discrétionnaire. Et bien, sachez que durant les mois, entre guillemets, que j'appelle d'été, les valeurs sur la longue route, la tendance est que les valeurs de consommation de base ont tendance à surperformer les valeurs de consommation discrétionnaire, et à contrario, durant les mois, entre guillemets, d'hiver, les valeurs de consommation discrétionnaire, dont par exemple la technologie fait partie, ont tendance à surperformer les valeurs de consommation de base. Et donc si vous avez bien écouté ce que je dis, vous pouvez vraiment tirer parti, vous pouvez tirer parti de ça pour obtenir une très bonne performance en bourse et surperformer les indices boursiers. Et donc, pour vous démontrer tout ça, eh bien, tout simplement, je vais vous montrer à l'écran, dans quelques instants, un graphique qui vous montre à la fois l'évolution en fonction des années du S&P 500, mais aussi d'un fonds de gestion qui réplique la performance du S&P 500, enfin qui est investi dans les valeurs composant le S&P 500. Et donc, la logique voudrait que le fonds et le S&P 500 aient strictement les mêmes performances. Et en réalité, vous allez voir que le fonds qui investi dans le S&P 500 a des performances sur la longue route beaucoup plus importantes que le S&P 500 en lui-même, qui est déjà très performant, alors qu'il est investi dans exactement les mêmes valeurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement que ce fonds tire parti de ce que je viens de vous dire. Ce fonds investit parmi les sociétés du S&P 500 dans les sociétés qui sont dans les secteurs de consommation de base durant les mois d'été, et investit dans les valeurs qui sont dans le secteur de la consommation discrétionnaire durant les mois d'hiver. Et cette simple opération d'arbitrage fait que ce fonds surperforme le S&P 500. Donc regardez bien ce que je vais vous montrer à l'écran maintenant. Alors, comme vous le voyez sur ce graphique que je viens de vous expliquer, donc, qui a été tiré du journal le Financial Times, et dont la source est le S&P Dow Jones Indices,
Nous voyons en bleu la courbe, donc la performance en fonction des années, donc entre 2007 approximativement et 2018 du S&P 500, mais aussi nous voyons la performance du fonds. Donc le fonds dont je viens de vous parler, son nom exact c'est le CFRA, Stovall Large Cap Seasonal Rotation Index. Bien, nous voyons la performance de ce fonds en rouge. Et bien, ce fonds, qui est investi dans le S&P 500, réalise tout simplement l'arbitrage dont je vous ai parlé juste avant et obtient des performances bien supérieures au S&P 500, qui est, je le rappelle, un des indices déjà les plus performants au monde. Et donc, globalement, sachez que ce fonds a des performances depuis à peu près 40 ans qui avoisinent les 14% par an. Le S&P 500 avoisine à peu près 10% de performance annuelle. Eh bien, sachez que rien qu'avec cette stratégie d'arbitrage, eh bien, ce fonds surperforme largement le S&P 500 sur le long terme. Je précise une chose tout de même, je tiens à vous rassurer, je vais mettre tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Donc, vous inquiétez pas, tous les liens utiles seront dans la description de cette vidéo. Et donc, comme on peut le voir sur ce graphique, eh bien, comment on voit très bien que cet effet saisonnier peut être exploité par l'investisseur à son avantage. Mais comment? Eh bien, les valeurs défensives ont tendance à surperformer les valeurs cycliques. Autrement dit, la consommation de base surperforme la consommation discrétionnaire durant les mois que je qualifierais d'été. Et à contrario, les valeurs cycliques tendance à surperformer les valeurs défensives durant ce que j'appellerais les mois d'hiver. Et donc la logique voudrait qu'il faille investir dans les secteurs de consommation de base en été et dans les secteurs de consommation discrétionnaire en hiver. Il suffirait tout simplement de switcher ainsi pour surperformer, tout simplement surperformer les indices en bourse. Et donc, je vous rassure, je vous mettrai tous les liens utiles dans la description de cette vidéo, comme je viens de vous le dire. Donc maintenant, je vais vous donner mon opinion personnelle. Alors, écoutez, il faut garder à l'esprit une chose essentielle. Avant de s'emballer, il faut savoir que par essence, les marchés boursiers sont complètement imprévisibles. Réaliser du market timing est très complexe et quasiment impossible. Il est quasiment impossible de déterminer le moment exact pour se positionner sur les marchés boursiers. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que cet adage, donc de vendre en mai et de se repositionner en fin d'année, n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que les mois d'hiver, entre guillemets, de novembre à mai ne sont pas toujours les plus performants, et j'ai un exemple qui le démontre de manière très claire. Les marchés sont imprévisibles, et bien en mars 2020, il y a 2 mois, nous avons vécu ce que j'appellerais un corona crack, donc dû à la crise sanitaire que nous traversons malheureusement actuellement. Et bien la bourse de Paris a dévissé de 35% en l'espace de quelques jours, et ça a été à peu près la même chose pour la plupart des grands indices boursiers, qui ont tous dévissé d'une manière plus ou moins fulgurante, je dirais. Et donc, faut pas oublier donc que les marchés sont par définition imprévisibles, que l'adage n'est pas toujours vrai. Alors sur le long terme, très long terme, c'est relativement vrai, mais encore une fois, sur du court terme, ça ne l'est pas forcément. Du court à moyen terme, ça ne l'est pas forcément. Et donc, cette stratégie d'investissement, ensuite, elle est plutôt réservée à l'investisseur qui est actif, puisque il faut, dans ce cas, réaliser des opérations d'arbitrage en bourse, c'est-à-dire qu'il faut solder des positions sur des valeurs discrétionnaires et des valeurs de base, enfin de consommation de base, 2 fois par an. Et donc, c'est une stratégie qui est plutôt réservée à l'investisseur entre guillemets actif et moins adaptée à l'investisseur passif qui souhaite tout simplement investir dans les sociétés au long terme et ne plus se préoccuper de son portefeuille. Mais maintenant, sachez qu'il y a une solution pour profiter de cet arbitrage, mais de manière totalement passive. Bien oui, je vous ai montré à l'instant la performance du fonds qui réalise ces opérations d'arbitrage. Donc, si vous achetez des parts de ce fonds qui réalise des opérations d'arbitrage, eh bien vous allez tout simplement en bénéficier et profiter de la performance qu'obtient ce fonds en exploitant tout simplement la saisonnalité en bourse. Donc il vous suffit tout simplement pour surperformer dans ce cas d'acheter des parts de ce fonds qui, je le rappelle, a des performances annuelles depuis une quarantaine d'années, depuis 1990, depuis une trentaine d'années, pardon, qui avoisine les 14% par an, ce qui est considérable. Ensuite, une solution pour laquelle peut opter un investisseur qui a une stratégie totalement passive
et de tout simplement s'affranchir de la saisonnalité en bourse et de suivre de très près quelques actions convoitées. Moi, c'est personnellement ce que je fais. Il y a certaines entreprises que je convoite et dans lesquelles je souhaite investir. Et bien, peu importe le mois de l'année, lorsque ces entreprises qui m'intéressent subissent une forte décote pour des raisons purement conjoncturelles et non pas structurelles, eh bien, je n'hésite pas à investir dedans, peu importe qu'on soit en mars, ou en avril, ou en juillet, ou en décembre. Et en l'occurrence, en mars, il y a eu le Corona crack. Certes, on était encore dans les mois considérés comme les plus performants, eh bien, ça ne m'a pas empêché de prendre position sur certaines valeurs que je convoitais. Donc ça, c'est une stratégie toute simple pour laquelle peut opter un investisseur passif. Sélectionner quelques entreprises très intéressantes, très performantes, enfin tout dépend de la stratégie évidemment, et les suivre de manière relativement régulière et investir dedans une fois qu'elles ont subi une décote pour des raisons conjoncturelles, peu importe dans quel mois nous nous situons. Pardon. Enfin, et je terminerai là-dessus, gardez à l'esprit qu'actuellement nous traversons une période inédite. Nous vivons une crise sanitaire, doublée d'une crise économique. J'espère qu'elle ne sera pas triplée, je dirais, d'une crise financière. Mais sachez que nous traversons une période d'incertitude profonde en ce qui concerne l'économie et finalement, par extension, les marchés boursiers. Et donc pour moi, suivre cet adage, celle d'acheter en mai et de vendre en mai et d'acheter en novembre, le suivre à la lettre, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux maintenant, puisqu'on traverse une période d'incertitude profonde et nous ignorons totalement comment va évoluer les marchés boursiers dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc je vous recommande d'être relativement prudent et précautionneux vis-à-vis de cette stratégie d'arbitrage. Voilà. Ensuite, sachez une chose, c'est que, autre chose à noter, actuellement, les marchés boursiers et l'économie réelle ont tendance à se décorréler progressivement, puisque l'économie entre clairement en récession, les perspectives de croissance sont négatives et ont tendance à être de plus en plus négatives pour la grande majorité des pays occidentaux. Et dans le même temps, les bourses mondiales, les grands marchés, les grands indices boursiers mondiaux continuent de stagner, voire d'augmenter légèrement. Alors que dans le même temps, l'économie est en train de rentrer de plus en plus en récession. Donc on observe une décorrélation, malgré la correction de mars, il y a toujours une forte décorrélation entre marché boursier et économie réelle, et donc ça explique, pour ceux qui connaissent un petit peu, en quoi les PER, donc les Price Earning Ratio, les PER sur les grands indices boursiers sont à nouveau relativement élevés, puisque les perspectives de bénéfices des sociétés pour 2020 sont bien inférieures à celles de 2019. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour du sujet. Comme d'habitude, si elle vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre des choses et qu'elle vous a apporté de la valeur, likez, commentez, partagez, et enfin abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!